Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va traiter du savoir-être dans la relation d'aide. Donc j'ai notifié aider sans contrôler, je vous expliquerai pourquoi dans 5 minutes. Donc tout d'abord, il est important lorsqu'on est praticien de la relation d'aide de rester dans son cadre, c'est-à-dire uniquement dans un cadre professionnel, en évitant tout ce qui est des prises en charge sauvages, des amis, de la famille, etc. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que ça va être très facile pour les personnes de votre entourage de venir vous consulter, entre guillemets. Et quand je dis vous consulter, c'est chercher auprès de vous des conseils ou des solutions toutes faites. Et en même temps, ça dédouane la personne de toute remise en question. C'est-à-dire qu'elle va attendre de vous finalement un service, euh, mais sans s'impliquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne ne fait pas la démarche de venir vous consulter professionnellement dans un cadre et de vous rétribuer pour cette action, en fin de compte, elle reste non impliquée dans son objectif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, souvent, on veut aider, hein, parce qu'au départ, on part dans la relation d'aide souvent par quand même une volonté d'aider son prochain. Et donc, on veut aider la personne et du coup, on va tout faire pour essayer de la faire rentrer dans le cadre en lui posant les questions, en essayant de la prendre en charge, alors que finalement, c'est pas sa demande. Sa demande, ça va être je veux bénéficier de tes compétences, mais sans faire aucune remise en question. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça risque de ternir vos relations avec cette personne ou avec ces personnes, et ça risque aussi de vous mettre en échec. Hein, puisque à partir du moment où la personne n'est pas impliquée et motivée pour atteindre son objectif, en tout cas pas suffisamment au point d'aller consulter un professionnel dans ce but-là, eh bien, vous allez vous heurter à ces résistances qui seront bien plus importantes, surtout si elle les oppose à quelqu'un qu'elle connaît bien, qu'elle sera peut-être moins amenée à faire dans le cadre d'une prise en charge professionnelle. J'entends par professionnel que c'est la démarche de la personne à aller voir un professionnel plutôt que de faire ça sous couvert d'une amitié ou d'un rapprochement familial. Il est important pour un praticien de la relation d'aide d'avoir conscience de soi, c'est-à-dire de savoir qui il est et quel est son rôle, de savoir aussi quel est l'enjeu pour lui de l'objectif de son client. Pourquoi tout ça? Parce que si je veux plus que mon client, que ce dernier atteigne son objectif, je suis trop impliquée, moi, dans cet objectif. Et du coup, je risque de vouloir pousser exagérément mon client sans tenir compte finalement de ses faiblesses, de ses résistances et finalement qui se sentent contrôlés. C'était l'objet de la phrase de tout à l'heure. Hein, il peut prendre ça comme une tentative de prise de pouvoir sur lui et de plus avoir son libre arbitre. Et ça peut être du coup contre-productif par rapport à l'objectif du client. Autre question, ai-je assez de sécurité intérieure pour laisser l'autre libre? Donc ça, c'est une phrase de Carl Rogers, qui est un grand psychologue humaniste américain. Euh, et donc cette question veut simplement dire, est-ce que je suis assez sûre de moi finalement dans ma pratique? Est-ce que je me sens assez serein pour accepter que l'autre ait des limites et des résistances qu'il ne veut pas franchir? En quoi finalement son objectif m'appartient? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se remettre en question, hein. Ça veut dire qu'il y a un juste milieu entre se remettre en question pour faire de son mieux et vouloir à la place de son client. On va chercher à être empathique. Donc empathique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement être capable de comprendre quelles sont les émotions qui traversent mon client. Quelles sont ces émotions qu'il habite quand justement il a un frein par rapport à son objectif. Ça va être comprendre le sentiment de la personne, mais
tout en restant détaché. C'est-à-dire, c'est pas parce que je comprends que quelqu'un soit triste, c'est pas parce que je peux mettre des mots sur sa douleur que pour autant sa douleur, elle est la mienne. J'ai besoin de comprendre comment il fonctionne et ce qu'il ressent, mais j'ai besoin de rester détaché par rapport à ce sentiment pour pas être affecté. Parce que si je suis affectée par la douleur de mon client, je suis dans une situation où je n'ai plus de recul. Et c'est justement ce que les clients viennent chercher chez un praticien, c'est le recul qu'ils ont, enfin que le praticien a, par rapport à la situation du client. Si je suis dans les mêmes dispositions émotionnelles que mon client, je vais avoir les mêmes limites que mon client et du coup, je ne serai pas particulièrement aidante. Actions positives et adaptabilité. Donc, les actions positives, il est important de poser des actes, de demander à la personne de poser des actes en fonction de ce qui est positif pour lui et pas forcément en fonction du cadre de référence du praticien. C'est donc à nous de nous adapter par rapport à rechercher quelle pourrait être l'action que le client pourrait mettre en place pour atteindre son objectif ou en tout cas un objectif intermédiaire dans son projet. Ai-je la force d'être distinct? Donc est-ce que je peux finalement être différent de l'autre? Je n'ai pas besoin de rentrer en fusion avec l'autre, hein, c'est-à-dire comprendre les choses telles qu'il me les explique, mais tout en restant finalement objectif par rapport à sa réalité. La pertinence dans la progressivité des étapes, donc ça c'est simplement que le but pour atteindre un objectif qui paraît parfois inatteignable, sinon la personne ne serait pas venue nous demander de l'aide, c'est que cet objectif paraît peut-être long et fastidieux à atteindre pour la personne et du coup on va lui proposer des étapes, bien entendu, des étapes pour que cette progression vers son objectif soit fluide et facile. Donc on va simplement faciliter l'atteinte de l'objectif par des mises en étapes qui doivent être bien sûr dans une chronologie cohérente en fonction des besoins et de la demande du sujet, qu'il va falloir bien sûr adapter à sa réalité. Alors le schéma corporel, donc pour faire un topo sur le schéma corporel en règle générale, c'est donc la perception que l'on a de nous, la perception qu'on a de son corps, en fonction, enfin au niveau de son volume, de sa forme, de l'amplitude de ses mouvements, de la place qu'il occupe dans l'espace, tout simplement. Et puis bien sûr, c'est un repère aussi à la fois spatial et temporel, c'est-à-dire que voilà, comment je me ressens dans mon corps et comment je me situe dans l'espace par rapport à mon environnement. C'est donc avoir conscience de son corps, des sensations au sein de son corps, et puis le rapport de son corps avec le monde extérieur. Donc ça comprend aussi les comportements. Et les comportements, c'est les attitudes faciales, c'est les expressions à la fois corporelles et faciales aussi, c'est-à-dire la communication à la fois non verbale et souvent bien inconsciente. Donc l'idée, c'est justement de se poser la question de temps en temps, quel est le message que j'envoie à mon client? Est-ce que je lui envoie un message de disponibilité? Est-ce que je fais une tête bizarre quand il m'annonce quelque chose d'un peu difficile pour lui? Est-ce qu'il se sent jugé par mon comportement? Même si ce n'est pas dans mon intention, je dois faire attention à la façon dont je le regarde, la façon dont je l'écoute, la façon dont je me tiens face à lui, de façon à ce qu'il me perçoive comme quelqu'un de disponible, à l'écoute, de percutant et capable de recevoir les informations qu'il me donne, qui sont parfois pour lui des informations douloureuses ou gênantes, et il peut avoir peur de nous choquer. Et du coup, effectivement, si on a l'air choqué, ça peut réfréner son envie de nous apporter de nouvelles informations. Les pensées parasites, donc ça, c'est les fameuses pensées qui vont nous éloigner de notre client. C'est-à-dire quand, par exemple, il va nous parler et qu'on va penser à soi. Ah oui, ça c'est comme la dernière fois quand machin m'avait dit telle chose.
Ah ouais, ouais, bah c'est vrai, j'ai vécu la même chose que lui. Voilà, on va chercher à s'identifier au client parce que notre inconscient va toujours faire en sorte qu'on trouve des analogies entre ce qu'on vit comme expérience, donc là, l'expérience en fait relatée par le client, et sa propre expérience. Ça va être aussi penser à autre chose, simplement parce que, ben voilà, il a parlé de ses enfants, puis tiens, paf, ah oui, il faut que j'aille chercher ma fille à l'école à 4h30, il faut pas que j'oublie. Voilà. Et donc, c'est toutes les pensées qui vont nous détourner finalement du sujet et qui vont nous empêcher d'être à l'écoute et pleinement disponible pour le client. Ça va être aussi des «Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je vais pouvoir, mettre en place une prise en charge progressive? Ça va être difficile». Ou alors «Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça?» Voilà, tout simplement. Ou «Mon Dieu, il faut que j'ai l'air compétent parce que, il a l'air de me prendre pour un guignol». Toutes ces pensées, en fin de compte, vont n'être qu'une perte de temps et vont justement, générer chez vous des émotions qui vont vous faire adopter un comportement parfois, incompréhensible pour le sujet qui est en train, lui, de vous parler, d'être complètement absorbé par ce qu'il dit. Et si vous pensez à autre chose, vous pouvez émettre finalement un message que l'autre ne comprend pas parce que ça ne sera pas en cohérence par rapport à ce qu'il est en train de vous dire. D'où l'importance de rester connecté. Hein, c'est-à-dire qu'au-delà de l'écoute, simplement écouter, entendre ce que la personne nous dit, on va recevoir, être dans la réceptivité. Hein, c'est vraiment ça, c'est je reçois ce qu'il me dit, je reçois ses émotions, je reçois son comportement non verbal aussi, sa douleur parfois, hein, et j'accueille tout ça. Je le prends pas, je l'accueille simplement pour être disponible et je note les points clés, tout ce qui est important, de façon à pouvoir réutiliser ça après dans ma prise en charge. Donc bien sûr, je vais être concentrée hein, sur ce que me dit le client et pour lui montrer à quel point j'ai compris, à quel point je suis connectée et à quel point j'ai accueilli ces informations, je vais les reformuler. Hein. Très souvent, je vais répéter avec ses propres mots, puis parfois avec les miens, ce que la personne m'aura dit. On va chercher aussi à poser des questions ouvertes et non orientées, des questions qui ont du sens et qui permettent les introspections et les prises de conscience. C'est-à-dire qu'on va rester assez général dans nos questions pour amener la personne à s'exprimer et à affirmer parfois son point de vue. Hein. Si on fait des questions fermées dont la réponse est oui ou non, ça risque de limiter considérablement le nombre d'informations qu'on va récolter. Par contre, en disant par exemple et vous venez de me parler de vos parents. Quelle est la relation que vous établissez avec votre maman, par exemple? Voilà. Je vais avoir plus d'informations en disant ça que si je dis et avec votre maman, tout se passe bien? Voilà. Donc si je lui dis ça, elle va me dire oui, oui, tout se passe bien. Et même s'il y a des choses qui vont pas bien, il va pas forcément juger utile de me les expliquer. Voilà. On va chercher simplement à avoir des informations. Et parfois, quand malheureusement une question un peu fermée comme ça est sortie malgré elle, eh ben, on va revenir sur le sujet un peu plus tard en reposant la question de façon plus ouverte. Il va être important aussi de permettre la réflexion en écoutant les silences. C'est-à-dire qu'il faut être à l'aise avec le silence, hein, c'est une des qualités principales du praticien, c'est d'être à l'aise avec ses silences. Donc, de faire silence, ça permet à la personne de réfléchir à la question. Parce que parfois, elle va vous répondre je sais pas. Ok, ben, vous allez avoir beaucoup de je sais pas si vous ne laissez pas de temps à la personne pour réfléchir et que vous rebondissez systématiquement sur une autre question. Donc parfois, il peut être intéressant de ne rien dire et d'attendre. Donc on va chercher dans tout ça, quel est l'objectif du client, si on a identifié ses besoins, si on a identifié ses ressources et si on a identifié ses croyances. Alors ces croyances, notamment les croyances limitantes du type je ne pourrai pas y arriver parce que je n'arrive jamais à rien. Voilà, ce sont des sortes de petites certitudes euh, que le client affirme et qui ne sont fondées sur rien. Donc le sujet des croyances a été abordé dans un autre atelier, je vous laisserai le consulter. Alors, pour avoir une meilleure réceptivité, il est intéressant de travailler sur le lâcher-prise.
Le lâcher-prise, c'est simplement être dans l'accueil de ce que nous dit la personne, même si on est concentré, qu'on reformule, d'être décontracté, de respirer et d'accueillir finalement ce que la personne nous dit en ayant bien en tête qu'on n'a pas d'enjeu, que c'est son histoire qu'elle raconte et que finalement, je vais recueillir ces informations pour l'aider. J'ai pas d'enjeu, encore une fois, par rapport à son objectif et donc je dois juste l'entendre et accueillir ce dont j'ai besoin, les informations dont j'ai besoin, de façon à pouvoir ensuite mettre en place une prise en charge adaptée. Pour lâcher prise, il est intéressant de s'accepter soi-même, c'est-à-dire d'être pas toujours dans le doute, la peur de ne pas être à la hauteur de la demande du client. S'accepter soit en tant que professionnel, en se disant qu'on a fait une formation qui nous a apporté finalement l'essentiel, hein, c'est-à-dire ce dont on avait besoin pour faire une prise en charge, et qu'après le reste, c'était la façon pertinente dont on allait utiliser les outils acquis en formation. Et donc, ça se joue pas au moment de la prise d'information. Ça se joue après quand on va mettre en place la prise en charge. Hein, mais au départ, on accueille simplement ce que nous dit la personne et on a l'air logiquement assuré de pouvoir en faire quelque chose de constructif pour la personne. Donc on ne joue pas sa vie, hein, on est simplement dans l'accueil et cette attitude d'accueil doit aussi être caractérisée par un certain relâchement en fait de la part du praticien. Et bien sûr, en s'acceptant soi-même, on accepte plus facilement aussi son prochain qui est du coup là dans la situation notre client et on peut accueillir finalement ses forces comme ses faiblesses comme on a pu le faire avec soi-même. Alors, le but de toute prise en charge, c'est tout de même de guider son client vers l'autonomie, hein, puisque l'idée c'est qu'il fasse que la prise en charge dure un certain temps, hein, et qu'après, au bout d'un moment, elle s'arrête et que la personne puisse voler de ses propres ailes par rapport à son objectif. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser la prescription de tâches, c'est-à-dire qu'on va l'impliquer, hein, au fur et à mesure dans sa progression, lui demandant de faire des choses particulières, de changer ses habitudes parfois, hein. Alors ça peut être du simple exercice de respiration le soir avant de dormir, à refaire son CV ou aller s'entraîner à faire des entretiens d'embauche auprès d'un professionnel compétent. On va proposer des étapes progressives et adaptées aux possibilités du sujet. L'idée, c'est de susciter l'intérêt, hein, c'est-à-dire de le connecter finalement à ce que va lui apporter comme émotion son objectif une fois atteint. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a à gagner à faire toutes ces tâches qu'on lui demande et à progresser dans sa prise en charge. On va lui faire prendre conscience de ses capacités et à travers ses capacités, on va lui faire prendre conscience aussi de la totalité de son identité, hein. Souvent, l'individu va s'identifier à une partie seulement de ce qu'il est et va limiter sa façon de se présenter à cette restriction-là, hein, c'est-à-dire ce qu'il croit être au moment où il parle, alors que finalement, il a des acquis dont il n'a pas forcément conscience sur le moment. En tout cas, il n'a pas forcément conscience que ces acquis sont encore présents en lui. On va chercher à entretenir la motivation du client, toujours en lui faisant constater ses progrès, hein, c'est-à-dire, voilà, on est parti de là, on en est là, même s'il reste du chemin à parcourir, on a fait quand même des pas en avant. Donc on va valoriser la personne toujours, hein. Et puis, on va lui dire, voilà, vous sentez de mieux en mieux, mais vous vous sentirez encore mieux quand vous aurez atteint votre objectif. Et on va partir sur qu'est-ce que finalement cet objectif va vous apporter. Hein, si par exemple mon objectif c'est de perdre du poids, bah ok, je vais perdre du poids, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Bah, ça va m'apporter peut-être d'avoir le contact plus facile parce que je me sentirai mieux dans ma peau. Ça va m'apporter peut-être d'avoir un meilleur souffle et puis de pouvoir monter mes courses au 4e étage sans ascenseur, sans avoir à m'arrêter 3 minutes à chaque palier d'escalier. Ça va m'apporter peut-être de faire des rencontres amoureuses, etc. Qu'est-ce qui va motiver la personne et qu'est-ce qui va donner du sens finalement à son objectif? Un objectif, il y a toujours quelque chose derrière à obtenir, à gagner finalement
à l'atteindre. Hein. Je serais mieux dans ma peau, je serais peut-être plus disponible pour une recherche d'emploi parce que j'aurais une meilleure image de moi-même, etc. Voilà, on va chercher ce qui motive la personne à atteindre son objectif, tout en lui faisant prendre conscience de ses résistances. Hein, ces résistances au changement qui sont finalement des freins, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre aujourd'hui son objectif, qu'elle n'arrive pas simplement à se projeter dans un futur plus positif et que parfois le fait justement de s'identifier à une personne de forte masse corporelle par exemple, ça peut quelque part, elle peut avoir ce qu'on appelle un bénéfice secondaire, justement parce que ça va lui permettre peut-être de s'isoler des gens, ou ça va lui permettre au contraire d'être bien vue parce qu'elle a l'impression que sinon elle ne l'est pas, etc. Donc c'est voilà, à quoi elle s'identifie, qu'est-ce que ce problème aujourd'hui finalement lui apporte, et, et de mesurer l'importance de ce bénéfice secondaire par rapport à l'importance de l'objectif une fois atteint. Et là, elle va prendre conscience qu'effectivement, même si elle doit sortir de cette zone de confort, alors toujours pareil, hein, la zone de confort n'est pas une zone confortable, mais une zone dans laquelle on a des repères, et sortir de cette zone, c'est pouvoir aller vers son objectif, mais parfois on a envie de faire demi-tour parce que justement on connaît bien. Hein, la personne qui vous dit qu'elle ne fait que des échecs, elle n'a que des échecs dans sa vie, elle va s'identifier à ces échecs, elle connaît bien le système d'échecs, elle sait bien ce que ça lui procure émotionnellement, physiquement, mentalement, etc. Et du coup, elle a peur peut-être de vivre autre chose. Voilà, tout simplement. Alors que, donc c'est ce qui va finalement, ce bénéfice-là, d'avoir des repères, c'est ce qui va la maintenir dans sa zone de confort. Parce que parfois, c'est difficile pour elle d'envisager, ressentir et vivre d'autres choses, tout simplement parce que c'est quelque part, l'atteinte d'un objectif, c'est parfois un saut dans l'inconnu. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail afin que j'y réponde ou sinon à me les poser à l'occasion d'un prochain cours. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.